Voilà, donc je commence l'enregistrement pour cette deuxième visio. Donc l'objectif, c'est de refaire un petit point, comme chaque semaine. On va refaire un petit point d'abord sur le premier module, hein, les clés de la météo de la semaine dernière. Rapidement, sur les questions, sur les aspects techniques. L'atelier nuage, la plupart, vous avez bien travaillé, hein, il y a plus de 80 bonnes évaluations. Certaines personnes m'ont interpellé parce qu'ils avaient des difficultés de connexion pour diverses raisons. Du coup, on a laissé cet atelier ouvert, ce qui permet à ces personnes-là, et du coup aux retardataires aussi, de déposer encore cette semaine euh, jusqu'au week-end prochain. Par contre, là, on sera vraiment obligé de clôturer la fin des copies parce qu'il faut qu'on se laisse le temps pour corriger. D'accord. Donc, vous avez encore une semaine pour déposer. Pensez à valider vos copies. Il y a une copie qui n'est pas validée. Et puis, pensez à corriger aussi. Il y a encore 7 copies à corriger, je crois, actuellement. Donc, vous étiez content qu'on ait corrigé vos copies. Donc, pensez à corriger les copies des autres. D'autant plus si vous voulez avoir le badge. Si vous n'avez pas corrigé de copie, vous ne pourrez pas accéder au badge. Voilà. Pour les aspects techniques, j'ai plusieurs fois la question, est-ce que j'ai validé le premier module? Alors, vous êtes 100, hein, vous êtes même plus de 100. Moi, je ne peux pas aller voir un par un ce que chacun a validé. Donc, je vous incite à aller voir dans chaque parcours, au début de chaque parcours, il y a les conditions de ce qu'il faut valider. Donc, c'est bien inscrit. Il y a un, deux ou trois exercices à faire. Et puis après, vous allez voir dans le badge. Et là, vous voyez si le badge est validé ou non. Voilà. Si vraiment, à la fin, vous avez vraiment une problématique, vous pouvez nous interpeller sur la plateforme. Une question technique, le replay de la visio 1, quelqu'un ne l'a pas trouvé, il est dans l'onglet cours exercice, hein. Il faut juste descendre avec la barre, avec la sauteur. Et là, on va le retrouver. Et on mettra pareil le replay de la deuxième visio. Les petites questions sur le module 1. Il y avait deux questions sur les cirrus. Donc les cirrus, vous voyez ce que c'est, hein, c'est des nuages avec des filaments qui sont très jolis dans le ciel. Donc comment on les reconnaît? Justement, ce sont des filaments qui sont très hauts dans le ciel, hein, c'est les nuages qui font partie de l'étage supérieur. Et pour nous, ils sont intéressants, ils sont vraiment intéressants à identifier parce que ce sont en général les nuages qui sont annonciateurs des perturbations, justement ce qu'on voit cette semaine. Alors s'il y a juste quelques filaments qui se promènent dans le ciel, on peut voir ça l'été par exemple, dans un beau ciel bleu, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une dépression qui arrive, hein. Par contre, à partir du moment où il y en a de plus en plus, où on parle de cirrus envahissants, vraiment il y en a de plus en plus qui commencent à envahir le ciel, à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a une perturbation qui arrive? Si en plus ces cirrus sont suivis de cirrostratus puis d'altostratus, là effectivement on a les chances la probabilité qu'une perturbation arrive augmente. Plus il y a de signes annonciateurs, plus la probabilité augmente. Donc voilà, c'est vraiment des nuages intéressants. Une petite question aussi sur les dépressions à plus de 1015 hectopascales. C'est vrai qu'on dit en théorie, en moyenne, une dépression en dessous de 1015 hectopascales, on est dans une dépression, au-dessus, on a une situation de cyclonique. Et ça, c'est vraiment une moyenne sur l'année. Et l'hiver, on est plutôt globalement dans des moyennes un peu plus basses. Et du coup, on peut très bien avoir un minimum dépressionnaire en général, c'est plutôt l'été. On est des moyennes plutôt hautes et on peut avoir un minimum dépressionnaire à 1019. Bon, là, on n'est pas encore au cœur de l'hiver, donc on a encore, ça et là, on n'est pas encore des masses d'air très froides. Et donc, on peut avoir, ça et là, des petits minimums à 1019. Inversement, l'hiver, on peut avoir un anticyclone à 1010 parce qu'on est sur des valeurs moyennes basses. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est relatif, quoi. Voilà sur les petites questions. La reconnaissance des nuages, c'est difficile. Je regarde dans le chat là.
La reconnaissance des nuages, il y en a énormément, hein. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les grandes familles de nuages. A priori, on considère que ça nous suffit pour naviguer. On n'a pas besoin d'en savoir tellement plus. Honnêtement, certains jours, c'est difficile, hein, de dire exactement quel nuage c'est, enfin à notre niveau, hein, n'étant pas météorologue. Je crois ce qu'il faut surtout, c'est de se dire dans quelle famille, il faut se poser la question plutôt dans quelle famille de nuages on est. Est-ce que c'est plutôt stratiforme? Est-ce que c'est plutôt cumuliforme? Globalement, à quelle hauteur c'est? On ne fait pas d'avion, hein, nous on navigue au ras du sol. On n'a pas besoin de savoir à 100 mètres près. Mais c'est globalement dans quelle famille de nuages on est, de façon, notamment ce qu'on voit cette semaine, hein, à pouvoir identifier l'arrivée des fronts et savoir où est-ce qu'on est dans l'arrivée des fronts. Je crois qu'il faut, à moins de faire vraiment des études de météorologie, il faut savoir se contenter de ça. L'idée, c'est de voir globalement à peu près où est-ce qu'on est. Et pour ça, la seule solution, c'est de s'exercer, quoi, hein. Alors on peut faire un petit tour sur Facebook si vous voulez. Alors attendez, je vais partager l'écran. Tac. Voilà. Est-ce que vous allez savoir, vous avez Facebook à l'écran là? Oui, Ouais. c'est bon là. Ah ouais, super, merci. Donc on peut regarder rapidement, hein, si vous voulez. Alors là, est-ce que vous voyez suffisamment là où il faut que je zoome un peu peut-être? Non, c'est bon. C'est bon, super. Voilà. Donc là, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que le ciel est complètement couvert ou pas? Est-ce qu'il est straté? Donc, effectivement, là, on voit que le ciel est bien straté. Donc, on est dans la famille des stratiformes. Famille des stratiformes, bah, ça fait penser au front chaud. C'est ça qui c'est un petit peu la méthode qu'il faut avoir. Alors, est-ce que c'est plutôt bas, moyen, haut? Là, comme ça, sur la photo, moi, je dirais bas, moyen, quoi. On est peut-être altostratus. Stratocumulus, c'est plutôt dans le fond, là, on voit des petits cumulus. Stratocumulus, c'est quand même bien straté, hein, pour du stratocumulus. Alors, on ne voit pas à 360, mais voilà, plutôt altostratus. Donc là, des petits cirrus ou des cirrocumulus, peut-être. On ne voit pas très bien avec la lumière, mais en tous les cas, c'est très blanc, c'est à l'étage haut. Comme ça, en soi, là, ça ne veut rien dire, justement. C'est vraiment typiquement, enfin, à notre niveau, on ne peut pas se dire il y a une perturbation qui arrive. On peut juste dire il y a des nuages. Donc là, des altocumulus, effectivement, hein. Ça, ce n'est pas des nuages qui sont très intéressants pour nous parce qu'ils sont souvent entre plusieurs systèmes. Donc, ils ne sont pas forcément annonciateurs pour nous d'une perturbation ou d'autre chose. C'est un peu d'instabilité, mais à l'étage moyen, donc ça ne concerne pas nos navigations. Donc bon, c'est bien de les reconnaître, mais ce n'est pas forcément des nuages les plus intéressants pour nous. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a un ciel voilé avec le soleil altostratus, oui, pourquoi pas. Là, si je me couche avec un ciel comme ça, moi, quand même, j'irai voir est-ce qu'il n'y a pas une perturbation qui arrive dans la nuit ou le lendemain, quoi. Parce qu'effectivement, c'est une petite ambiance front chaud, là. Là, c'est le même. Alors là, c'est complètement straté. Stratus, c'est vraiment les voiles à l'étage bas. Là, c'est bien gris. D'ailleurs, il y a un arc-en-ciel. Donc, il y a de l'eau. C'est gris, il y a un arc-en-ciel, il y a de l'eau. C'est plutôt ambiance nimbostratus, quoi, hein, je dirais là. Des petits stratocumulus. Donc ça, c'est pareil, on en a très souvent chez nous, hein. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut voir comment ça évolue. Là, stratocumulus, pareil, on est entre les deux. Là, on voit des cumulus à droite et à gauche, voilà. On est un petit peu entre les deux, je dirais stratocumulus aussi. Bon, ce n'est pas des ciels très très caractéristiques.
Là, on a plutôt des cumulus en basse couche. Là, il y a des cumulus en basse couche qu'on voit bien. Et au-dessus, ouais, stratocumulus. Oui, pourquoi pas, ouais. C'est plus difficile. Ça, il faudrait vraiment voir comment ça évolue, justement. Est-ce que ça se stratifie ou au contraire, est-ce que ça va en bourgeonnant? Ça, c'est quand même bien straté aussi, avec un peu d'activité en basse couche. Donc, altostratus et probablement des stratocumulus en dessous. Voilà, ça, on les a déjà vus la semaine dernière. Voilà, vous voyez, c'est pas simple, hein. L'idée, c'est surtout de se questionner qu'est-ce qui potentiellement, est-ce que ça peut annoncer quelque chose? Alors, là, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les fronts. On répondra après, hein, sur les fronts. Je réponds juste à la question avant de l'oublier là. Est-ce qu'il y aura une attestation? A priori, les gens qui ont validé les 3 badges, à ce moment-là, on vous enverra une attestation de réussite. Voilà, ça sera fait systématiquement. Sur les nuages, justement, liés au front, je voulais vous montrer une petite situation qu'on a vécue. Alors, vous savez, les situations vécues, je les mets sur le blog. Le blog, vous savez où il est. Alors, attendez, je vais revenir. Il est là. Donc, le blog, c'est. Vous trouvez le lien dans la médiathèque. Hein. C'est le blog météo de l'ENVSN. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ou vous désabonner quand vous voulez pour avoir les notifications. Et dedans, j'essaye de mettre les situations vécues voilà, et qu'on a pris le temps de commenter. C'est assez aléatoire, hein, ça dépend un peu du temps qu'on a. Donc là, on a mis celle du week-end avec les 3 fronts successifs qui arrivent. Et vous irez voir, c'est effectivement des masses d'air qui sont de plus en plus froides. On passe de 7 degrés à 0 et moins 7 degrés. Donc il y a vraiment des écarts de température très importants. Comment on le voit, la température? Alors, comment on voit la température? On ira voir ensemble après, d'accord, sur Windy. Mais Où sinon, sont vous les pouvez. oui, où sont les commentaires de cette, Ah bah j'ai pas vu. vous cliquez dessus là. Ah d'accord. Et voilà. Et là, vous avez. C'est toujours le même principe. Hein. C'est indiqué sur le. Vous irez voir, c'est marqué dessus. Il faut cliquer là. Cliquer sur l'image. La copie qui t'appelle, Marie qui t'appelle. Ouais, alors je voulais montrer une situation de 2016. Vous irez voir. Je l'ai ouverte là. Qui est intéressante parce qu'on a pris pas mal de photos. Alors, je vous montre. Alors, c'est un petit peu à l'envers parce qu'on va commencer par la fin d'une dépression, donc par le front froid, et puis après le front chaud. Là, regardez, on est derrière ce front froid. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un ciel de traîne, donc avec un ciel très caractéristique. Vous voyez, avec des gros cumulus, voire cumulonimbus. Là, il y a vraiment beaucoup d'activité. On voit la pluie en imaginaire dessous. Avec un vent très irrégulier, ça c'est l'intensité du vent, vous voyez, il y a beaucoup de variations. Et donc ça, c'était le matin. Et dans l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle dépression qui arrive, et avec un front chaud qui pointe son nez. On voit ici. Elle est en libre accès, hein, vous irez la revoir après. Et alors, au niveau des photos, c'est intéressant. Regardez, à 11h du matin, et je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais on voit encore l'activité résultante du front froid de la veille. On voit de sa chou-fleur un petit peu, là, les nuages. Il y a même un cumulonimbus en fin de vie, là, qui est en train de s'étaler. Donc ça, c'est le résultat du front froid de la veille. Et puis, le ciel qui se stratifie au-dessus. Ça, c'est vraiment des signes qui doivent nous inquiéter quand on est en mer. On voit que le ciel commence à se stratifier en haut, et puis petit à petit que le plafond descend. Là, c'est vraiment qu'on a un front chaud qui arrive. Alors, regardez les photos.
Donc, je vous ai montré celle du matin, celle à 12h30. Vous voyez que ça se stratifie. Les cumulus sont de moins en moins actifs en basse couche, parce que justement, c'est de l'air chaud qui arrive. Et puis, dans l'après-midi, vous voyez, on les voit quasiment plus, les cumulus. On a un ciel complètement straté. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'arrivée d'une perturbation. Donc, j'ai envie de dire, au-delà, même si on n'arrive pas à reconnaître exactement et à dire le nom du nuage, et moi, je pense à Obélix, hein, quand on voit que le ciel se stratifie puis progressivement nous tombe sur la tête, eh ben, c'est qu'il y a un front chaud qui arrive, et donc ça veut dire derrière une perturbation. C'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Donc c'est cet aspect-là. Et puis la deuxième chose à vraiment reconnaître, c'est, on en a parlé un peu la dernière fois, c'est l'aspect cumuliforme. Plus les nuages ont d'extension verticale, plus il y a d'activité, et plus on a potentiellement des rafales avec de l'air qui va descendre peut-être de très haut, avec plus d'ineux nœuds peut-être, et une direction qui peut être différente. Voilà, je vous laisse regarder ça. Alors, on peut regarder la situation du jour. Si vous voulez, ça va faire une bonne révision. Alors, on peut aller voir une... Donc, pour aller voir les cartes, hein, vous vous souvenez, hein, vous allez dans pareil, dans la médiathèque, et puis il y a un onglet prévision. La carte isobarique, donc on est bien le 17 aujourd'hui, à 0h. Donc là, c'est les cartes anglaises. Petite parenthèse, vous avez vu que les cartes anglaises, on est sur une projection conique. Donc faire attention, c'est que l'ouest, finalement, il n'est pas à la perpendiculaire, hein, il est plutôt un petit peu penché. Et donc, on a une zone un peu anticyclonique là, sur le Portugal, hein, d'ailleurs, qui a un peu embêté les retards, la queue de peloton, on va dire, du Vendée Globe, si vous suivez. Une dépression qui est passée en Méditerranée, hein, il y a d'ailleurs dans l'atelier carte isobarique, là, il y a un post sur le marin qui est intéressant, vous irez voir, qui est dû à cette perturbation qui est passée. Et puis sur l'Atlantique, là, on a cette belle zone dépressionnaire avec plusieurs fronts. Alors, c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe sur Windy. Alors, sur autre chose. On va remettre devant. Je remets la pression. Voilà, on va se mettre chez nous, ici. On retrouve cette belle zone, hein, dépressionnaire sur l'Atlantique, cette petite zone dépressionnaire sur la Méditerranée. On voit bien le vent là qui arrive de sud-ouest. Et ce qui est intéressant, c'est ce front froid là. On voit, hein, cette cassure isobarique qui est attendue pour demain midi. Donc vous pourrez aller voir. On le voit ici, hein, c'est ce front froid qui est ici, avec une très très forte cassure isobarique. On parle de Talveil, donc avec un changement de vent en direction très important. On peut le voir évoluer. Donc, il arrive demain dans l'après-midi, voire voilà, en fin d'après-midi sur la Bretagne. Et puis, il va passer sur la France dans la soirée. Comment on peut le voir? On peut le voir avec les CartSat. Alors là, on va mettre les CartSat ici. Alors, je reviens, pardon, excusez-moi, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. On va prendre aujourd'hui. Ce sera plus facile. Voilà. Vous avez vu qu'on voit la cassure, là, elle descend jusqu'aux Açores. On va regarder l'équivalent en satellite. Voilà. Et là, c'est pareil, on voit bien le front froid. Vous voyez bien la traînée, hein, des nuages correspondant au front froid. Une petite aparté sur les cartes visibles et les cartes infrarouges. Les cartes visibles en satellite, il faut imaginer que c'est une photo du ciel. C'est pour ça que la nuit, d'ailleurs, il n'y en a pas.
les cartes visibles, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur quand même de nuages pour qu'on voit quelque chose sur une carte visible. Autrement dit, un cirrus, par exemple, ne va pas être bien vu par une carte visible. C'est pour ça qu'on va aussi regarder, on va compléter avec des cartes infrarouges. Les cartes infrarouges, elles réagissent à la température, et plus c'est froid, plus ça va être marqué. Autrement dit, ça va bien compléter les cartes visibles parce que notamment tous les nuages d'altitude qui sont très froids vont être bien vus sur une carte infrarouge. Par contre, un brouillard en basse couche, la température va être très proche de la Terre, il ne va pas être bien vu. Donc c'est intéressant toujours de comparer, enfin de compléter une carte visible et une carte infrarouge. Là, on voit que dans le front froid, par exemple, il y a probablement des cumulonimbus parce qu'on voit des têtes envoyées de nuages qui vont assez haut. Voilà, donc ça veut dire que là, il y a de l'activité dans le front froid. On peut regarder la pluie. Alors, la pluie. Ah, je n'ai pas là. Pluie. Voilà. Et pareil, c'est typique du front froid. Là, on voit bien l'accumulation de la pluie sur les assauts. Ensuite, la température. On peut demander la température. Voilà. La température en basse couche, elle est souvent très perturbée par les reliefs, la nature de sol. Donc, en général, pour voir les masses d'air, la température, on la regarde à 1500 mètres, 850 hectopascales. Donc là, je l'ai monté avec la souris. Là, vous voyez, on voit bien cette grosse masse d'air froide qui arrive ici. Et si on se remet sur les Açores, là, par exemple, il y a 10 degrés. Quand le front froid arrive, on passe à 4 degrés, à 6 degrés, pardon, on perd 4 degrés. Et puis, la masse d'air froide elle-même, elle est à 0 degré, voire moins 1. D'accord. Donc, vous voyez vraiment, là, il y a des écarts de température importants. Voilà. Si on regarde la dépression qui arrive, la prochaine, vous allez voir, c'est pareil, elle est intéressante parce que là, on voit vraiment cette langue d'air chaud. Donc ça, c'est mercredi à 0h. On voit vraiment le secteur chaud ici. Il est à combien? Il est à 8 degrés. Et puis derrière, le front froid qui est à moins 1. Vous voyez, il y a vraiment des écarts de température importants. Ça, c'est mercredi à 0h. Donc là, je me demande si on met la carte ici. Là, ouais, c'est le front froid qui est là. C'est peut-être pas la meilleure, pas la situation la plus facile à comprendre. En tous les cas, ça permet de comprendre. La température, prenez-la à 850, 1500 mètres. C'est là où on verra les meilleurs contrastes. Voilà pour la situation du jour. Alors, je regarde vos questions en même temps. Les notions de fond occlus. Alors, il se trouve qu'on a des situations compliquées là, hein, parce que vous avez vu, dans le cours, on a un front chaud suivi d'un front froid. Ça paraît relativement simple. Sauf que la réalité, comme toujours, elle n'est pas si simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'origine, les dépressions et les fronts sont intimement liés. Ce qu'on a essayé d'expliquer dans le cours. Hein. Vous avez vu, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf ou la poule, mais il faut qu'il y ait de la circulation cyclonique qui, elle, va accentuer le contraste de température et qui va faire qu'il y a des fronts. Donc, ça, c'est intimement lié. Par contre, une fois que le front chaud et le front froid sont nés, ils sont pris dans la circulation générale, et là, ils peuvent, quelque part, ils peuvent vivre leur vie. Par exemple, ici, on a un front occlus. Finalement, il était probablement généré par cette perturbation qui est ici, et puis il a été pris dans la circulation générale et il revient ici avec sa masse nuageuse. Voilà, c'est pour ça qu'on a de temps en temps des fronts qui se promènent, entre guillemets.
Les symboles des fronts occlus sur la carte, hein, bah, c'est simple, hein, c'est un mix de froid et chaud. Hein, donc c'est des ronds, des pointillés. Et en termes de couleur, bah, c'est un mix entre rouge et bleu, c'est-à-dire violet. Voilà. Les fronts occlus, quand même, ce qu'il faut dire pour nous, globalement, ça veut dire de la pluie, hein, parce que c'est tout cet air chaud qui est remonté en altitude. Donc on peut systématiquement s'attendre à de la pluie. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a tendance à dire le front occlus, c'est la fin de la vie de la perturbation. C'est un peu vrai, sauf qu'il faut vraiment regarder les isobars. On peut avoir des vents très très violents encore dans les fronts occlus. On peut avoir des fronts occlus à caractère froid et qui peuvent être encore actifs. Donc en théorie, c'est moins actif qu'un front froid, un front occlus, mais il faut quand même bien se méfier et regarder les prévisions. Ah oui, bah, j'ai anticipé sur la question d'après. Stratocumulus, à quel étage sont-ils? Bah, c'est dans le cours, hein, c'est nuages de basse couche, hein, stratocumulus. Et entre les deux, c'est ni stratus, ni vraiment cumulus. Voilà, donc on en a très souvent. Alors sur cette carte, il y a un lot à 1023 et un H. Alors je ne sais plus à quelle carte c'était. C'était une carte d'après peut-être. Bon, là je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est vrai qu'une basse pression à 1023 quand même c'est beaucoup. Hein. On va voir. En Méditerranée. Alors les Baléares, il y a beaucoup de phénomènes locaux. Hein. Là, c'est effectivement c'est vraiment un autre sujet là. Par contre, il y a quand même cette perturbation hein, qui est passée sur la Méditerranée. Quelle caractéristique pour un front occlus? Ben, je crois qu'on a un petit peu répondu. Et voilà. Alors, je vois que l'heure tourne. Est-ce que on fait un petit point sur le Vendée Globe peut-être? Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le Vendée. C'est très, très intéressant, c'est là. Donc vous avez vu la tête du peloton là est rentrée dans les alizés. Là ils vont surfer à des vitesses de plus de 20 nœuds hein, pour les foilers, donc c'est incroyable. Et la queue du peloton est un petit peu empétolée là, même s'il commence à s'en sortir. Dans cette zone là, ce qu'on disait justement de calme, ça fait référence un peu au premier module. Hein. Vous irez voir les cartes isobariques. Il y a peu de gradient de pression, donc peu de vent. Et donc les pauvres là, ils ont cherché le vent ces derniers jours. Le prochain challenge, c'est le passage du poteau noir qu'on voit ici. Le poteau noir, c'est quoi? C'est la convergence des masses d'air chaude de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Hop, on va se mettre là, voilà. Avec les alizés du nord-est ici et les alizés du sud-est. Et là, vous savez qu'à l'équateur, Coriolis n'intervient pas. Et donc, on a de l'air chaud et humide qui arrive sur l'équateur thermique. On l'a vu la première semaine. L'air chaud et humide, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Donc, ça fait des gros nuages, des gros cumulonimbus et des gros orages. Donc, c'est-à-dire un vent très erratique. Et c'est toute la problématique, c'est qu'on peut passer des zones de grand calme à des rafales à 40 nœuds autour des nuages. C'est pour ça que les navigateurs redoutent toujours ce passage, parce que c'est compliqué, beaucoup de changements de voile à faire, et puis il y a une notion très aléatoire. Donc les nuages, on peut les voir pareil, là, on peut mettre carte satellite. Voilà. Et là, on voit la zone de ce qu'on appelle la ZCIT, hein, la zone de convergence intertropicale, le poteau noir, ici, avec tous les. Justement, là, on voit qu'il y a pas mal de grains.
Est-ce que si on met la pluie, je ne me rends pas compte, on voit avec la pluie et les orages, on les voit un petit peu ici. Donc, on peut probablement essayer de passer en bordure. On sait que quand on va trop près de l'Afrique, il n'y a pas de vent. Évidemment, quand on s'écarte trop, on fait trop de route aussi. Et donc, c'est ce compromis à choisir entre les deux et puis surtout éviter les grains pour récupérer les alizés de l'autre côté. Alors, en mer, est-il possible d'identifier si nous sommes devant ou derrière un front? Alors ça, c'est vraiment une question importante. Il faut savoir de quel front déjà on parle. Les fronts chauds, on a vu, pour se situer dans le front chaud, c'est la succession de cirrus qui envahissent le ciel, cirrostratus, altostratus, navostratus, stratus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment le type de nuage qu'il faut savoir reconnaître, qui permet de savoir justement où est-ce qu'on en est dans le front chaud. Quand on est dans le secteur chaud, il y a des nuages, le ciel est complètement couvert. Suivant l'activité du front chaud, alors je dis qu'il est complètement couvert, c'est vrai l'hiver. L'été, on peut être surpris parce que parfois, la masse d'air est trop sèche. Et donc, il peut faire beau. Et puis, on peut avoir directement le front froid derrière. Bon, ça reste quand même assez rare. Le cas le plus classique d'une perturbation, notamment une perturbation d'hiver, c'est que dans le secteur chaud, on est dans ce qu'on appelle la bruine en Bretagne, là. Donc, avec du crachin, il pleut. Et par contre, quand la pluie commence à s'intensifier, ce qu'on a vu sur la carte radar tout à l'heure, là, ça veut dire que le front froid arrive. Et quand on passe de la pluie, de la bruine à la pluie, ça c'est un bon signe pour se dire, voilà, le front froid arrive. Et derrière, par contre, le ciel se dégage. Et là, on a progressivement un ciel de traîne qui peut être plus ou moins actif, donc soit avec des gentils cumulus, on va dire, soit avec des gros cumulus. Voilà, donc c'est vraiment tout ce scénario-là qu'il faut avoir en tête pour pouvoir se situer dans une perturbation. Voilà. Peut-il... Alors, je vais remettre en... des cours météo marines en ligne. Non, pardon, des cours météo tourières en ligne. On y travaille. On espère que ça sera prêt l'année prochaine. Mais on vous dira. En tous les cas, on y travaille. Quelle est l'importance de la différence de direction en surface? Oui, alors, ça, c'est pas facile de répondre à cette question. Vous l'avez noté, parfois le vent est différent en basse couche, enfin à tous les niveaux. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vent en très basse couche. Parfois, il y a des vents très différents au-dessus et qui vont absolument pas nous impacter. Donc, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Par contre, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux regarder les différentes masses nuageuses, comme on vient de voir. C'est plutôt ça qui va nous indiquer ce qui va se passer. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant de regarder la direction de ces masses nuageuses. Si on voit justement le ciel qui se stratifie progressivement et qu'en plus, on voit que cette masse nuageuse, elle arrive un peu plus de la droite, bon, ça c'est quand même le signe qu'on a une perturbation qui arrive avec le vent qui tourne progressivement. Dire moitié ciel, oui, ça bien sûr. C'est toujours bien. Voilà, je vois que le temps défile. Alors, le module 2, alors bon, vous êtes nombreux à avoir commencé, c'est le plus dense. C'est des perturbations, c'est un gros morceau. On a essayé dans le cours, en tous les cas, de simplifier au maximum ce qu'on pouvait. L'idée, c'est de nous donner des clés de compréhension. Vous avez vu, la réalité est toujours plus complexe. Il faut arriver à notre niveau en tant que marin, c'est d'essayer de comprendre ce que nous disent les prévisionnistes et savoir où on en est dans une perturbation.
D'où l'atelier où on vous propose de vraiment faire le lien entre d'abord ce qu'on observe et à quoi ça correspond. Alors, l'atelier, il n'est pas obligatoire, on peut avoir le badge hein, sans faire cet atelier, mais moi je vous encourage vraiment à le faire et à regarder aussi les productions des autres, parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a d'autres endroits, d'autres points de vue, euh, d'autres dates aussi. Euh, Plus vous ferez cet exercice-là, je regarde le ciel et j'essaye de comprendre dans quelle situation je suis et quelle est la prévie, plus vous serez autonome sur l'eau. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est être capable de comprendre la prévie et de la resituer dans l'espace-temps. Et bravo pour les premières productions que j'ai regardées, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée, elles sont vraiment intéressantes. Alors, à quelle date le module 2 on va le clôturer à la fin de la semaine. En général, on fait comme ça. Chaque dimanche soir, on clôture la semaine. Alors, tout ce qui est cytothèque, médiathèque, bien sûr, c'est accessible sans compte. Vous pouvez même donner l'adresse que vous voulez. Donc, il y a météo-envsn.fr. Ça, je peux peut-être le remarquer là, mais ça, c'est vraiment une adresse que vous pouvez retenir. Météo. Sans accent, ENV. Voilà. Voilà, donc là, pardon, j'ai répondu en privé, comment ça se fait? Tac. Alors, c'est ça, excusez-moi. Je vous redonne l'adresse. Voilà. Donc là, vous avez la médiathèque et puis vous avez l'accès au blog aussi pour voir des situations météo. La correction des quiz, je vais répondre la même chose que la dernière fois. Dans la mesure où le parti pris qu'on a pris là en termes pédagogiques, c'est d'avoir un quiz formatif plus qu'un quiz évaluatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on vous propose de le refaire plusieurs fois et du coup, on ne vous donne pas les réponses parce que sinon, ça ne marche pas. Quoi, le jeu. Voilà. Donc, y a pas de, on ne vous donnera pas les réponses. Désolé. Les cours ne seront pas disponibles. Là, l'idée, c'est un temps de formation. On vous fait produire aussi pendant ce temps de formation. Alors, on laissera peut-être quelques jours après la fin de la session. Mais voilà, les cours ne seront pas disponibles. On vous propose de télécharger les fiches de synthèse. Donc ça, vous pouvez télécharger les nuages, les passages typiques d'une perturbation. Vous pouvez les mettre, les imprimer, les mettre dans vos bateaux. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un petit support qui reste de la formation. Mais pour tout vous dire, on n'a pas tellement envie de voir nos cours se promener sur Internet et on ne facilite pas le téléchargement de nos cours dans leur intégralité. Ce qu'on veut surtout, c'est que vous produisiez pendant cette semaine, vous exerciez. En fait, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que vous mémorisiez ces fiches de synthèse, que vous les ayez bien comprises, et puis après, vous exerciez à observer le ciel. Alors, sur la vidéo, là, pour voir les participants ou tout le monde, c'est en haut. Vous avez affichage intervenant ou au diaporama. En haut de la. Je réponds à la question là, de IFI 56. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Là, j'ai posé là sur le problème des fronts, etc. J'ai mis un exemple de carte avec plein de légendes. Et en fait, les légendes correspondent soit à des variations de pression, soit à des variations de visibilité, etc. Je ne sais pas si tu as vu ça. Et je voulais savoir s'il existait un document qui fasse la synthèse de ces légendes, parce que je n'arrive pas à les trouver.
D'accord. Sur la nébulosité. Enfin, j'ai posé ça sur le Oui, j'ai forum. vu, mais il me semblait que quelqu'un avait répondu. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Ah, bah, j'ai peut-être pas vu parce que j'ai pas regardé depuis hier soir. Hein, excuse-moi. Alors, sinon, je pense que la réponse, elle doit être dans le guide marine. Ben, dans le guide maïs, c'est pas complet. C'est-à-dire que, par exemple, toi, quand ils disent le type de nuage, etc., il y a des symboles et en fait, ils mettent qu'un symbole, mais ils mettent pas les autres. Pareil sur les problèmes de variation de pression. Si tu veux, ils te mettent la pression. Donc là, il y a un code pour mettre la pression, ça je l'ai ouais. compris. C'est en dixième de Pascal, d'hectopascal. Mais après, c'est de dire, toi, ils mettent une tendance. Alors la chose, c'est est-ce qu'il y a des symboles sur les différentes tendances, etc. Il y avait aussi sur la pluviométrie, ils mettaient un code, c'est de savoir si vous pouvez avoir les codes des différents les niveaux de pluviométrie, etc. Bon, enfin bon, c'est pas forcément très. Mais c'est intéressant, c'est surtout la NOAA qui utilise ces codes-là. Et c'était pour ça que je voulais savoir s'il y avait un tableau qui récapitulait. Oui, Si vous aviez alors, quelque chose ou pas. Bon, il n'y ouais, a rien d'urgent, hein, c'était un peu une d'accord. question. Je regarderai dans la médiathèque si j'ai mis quelque chose là-dessus. Ça me dit peut-être. D'accord, Regardez. Vous avez ok. été voir ou pas? Mais je Non, me non, j'ai souviens. pas. Enfin, depuis hier soir, je me suis pas connecté. Là. Ouais. Je regarderai. Bah, allez voir, je me souviens plus s'il y a quelque chose, D'accord, ok. mais peut-être. En tous les cas, il y a un lien pour consulter ces cartes-là. Ça, je m'en souviens d'avoir Oui, mis. oui, ça c'est sûr parce que moi j'ai des cartes NOAA parce que j'utilise ça de temps en temps, mais c'est effectivement, c'est surtout des cartes d'analyse, hein, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui fait l'analyse de la carte météo qui met toutes ces informations aussi bien au niveau mouvement de la perturbation, etc., sa vitesse, etc. Elles sont assez intéressantes ces cartes en général. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est tout ce que j'avais comme question pour l'instant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez... On va passer à table. Bon. Euh, super. Merci pour vos remerciements. Là, je vois des petits mails, c'est sympa. Eh Ouais, bien, merci, merci et à bientôt. merci à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous interpeller sur les forums, sur la plateforme. Si possible, vraiment éviter les mails, c'est beaucoup plus compliqué pour répondre. Et puis, bonne semaine, hein, c'est la plus difficile là, entre guillemets, ça demande le plus d'énergie. Et puis, on refait le point mardi prochain à midi. Au revoir, bonne semaine, bon Au revoir. travail.